On a travaillé à l'envers et on a été voir les petits magasins autour de chez nous, les indépendants, donc Intermarché, Système U et Leclerc. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Aujourd'hui, on est référencé dans 8 enseignes, donc chez Lidl, chez Leclerc, chez Système U, Carrefour, Auchan, Cora, Aldi et Intermarché. Et ce qui était important aussi pour nous, c'est des belles rencontres. Dans les anecdotes, j'ai au Salon de l'Agriculture la rencontre avec Michel Biraud, qui rapidement nous a dit il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on va travailler ensemble, mais il faut qu'on se rencontre. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, Lidl, c'est notre premier acheteur. Et puis, le dernier arrivé, c'est Aldi. Et qui est référencé depuis à peu près un mois, où on a fait une grande première aussi chez Aldi, puisqu'on a fait des animations. C'était jamais arrivé chez Aldi que les agriculteurs aillent faire des animations dans les magasins. Et donc il y a un beau partenariat là aussi qui est en train de démarrer. Et je conclurai par une petite phrase que j'aime bien, c'est tout seul on va vite, et ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est vraiment une phrase qui a été en application et qui nous a permis de faire beaucoup de choses. Voilà, merci. Alors Ludovic Billard de Biolay. Bonjour et merci Emmanuel de nous avoir invité, parce que je voulais remercier surtout parce qu'on a un partenaire qui est fidèle depuis déjà 10 ans bientôt. On a pu créer le premier contrat tripartite avec LSDH et U il y a déjà 10 ans. Je suis producteur de lait en Bretagne, en Côte d'Armor. Avec ma femme, on a une cinquantaine de vaches. Et je suis aussi président du groupement de producteurs Biolay. Et Biolay, c'est un groupement de producteurs qui représente aujourd'hui un tiers des fermes bio françaises en lait. C'est un groupe qui a été créé déjà il y a 25 ans. À la base, il y avait 6 producteurs qui ont lancé ce groupement pour vraiment développer la bio. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on est des producteurs de lait, mais pas que. On a aussi un projet de société derrière, qui est de faire que l'agriculture aussi serve les enjeux de société. Et si on a choisi la bio, c'est pas non plus pour rien, c'est parce que la bio répond à tout un tas d'enjeux de société, d'environnement et autres, qu'on a voulu mettre en avant. Notre groupement, pour moi, il est 4 fois gagnant. D'abord pour les producteurs, parce que nous, les producteurs, on a pris la main. C'est-à-dire que notre lait, notre démarche, on s'est fédéré pour pouvoir vendre notre lait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de laiterie qui collecte. Notre groupement, on a acheté des camions, on collecte notre lait, on a nos tanks à lait, et ensuite on va livrer aux industriels qui vont transformer, mais aussi aux petits transformateurs de toute zone de France. Le groupement, il réunit 1400 fermes maintenant. Ces 1400 fermes, elles sont réparties sur 74 départements. Ça veut dire qu'on est sur toutes les zones laitières de France. Donc c'était un enjeu compliqué parce que collecter du lait dans certaines zones de France, c'est des vrais choix, des choix souvent onéreux, mais qu'on a choisi de mutualiser en termes de coûts et que tous les adhérents partagent en termes de choix. On va maintenant dans les Pyrénées, par exemple, depuis 2 ans, et ce qui était quand même compliqué, parce qu'il n'y avait aucune collecte de lait bio dans les Pyrénées. Et on a fait ce choix-là grâce aussi à nos collègues de Bretagne qui sont moins chers. On partage tout, on mutualise tout, et on arrive à avoir un lait payé au même prix sur toute la France. Donc c'est une démarche particulière qui est vraiment au service des producteurs, et aussi au service de ce projet de société qui nous permet d'envisager une agriculture qui respecte l'environnement sur tout un tas d'aspects. J'en avais plusieurs en tête. Bon, d'abord le bien-être des hommes, bien sûr, respecter les producteurs, ça c'est un enjeu primordial. Les territoires, le fait d'être sur ces 74 départements, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on est capable de servir n'importe qui en France, on est capable de réunir de lait pour n'importe quel acteur. Et quand on a l'SDH dans l'ensemble de la France, c'est vrai que c'est un vrai atout pour nous. Et aussi, on a choisi d'avoir une démarche, ce que je dirais, équitable, transparente. Parce que depuis quelques temps maintenant, on a des labellisations équitables, officielles. On fait du commerce Nord-Nord équitable avec toute une démarche labellisée avec la certification équitable. C'est aussi des enjeux pour la santé, pour l'agroécologie. Quand on fait de la bio, évidemment, ça paraît assez simple, mais on sert le producteur. Des enjeux de santé des producteurs. C'est vrai que quand on est agriculteur biologique, quelque part on se protège d'abord, mais on protège aussi notre environnement proche. Et puis on protège finalement nos consommateurs qui vont pouvoir consommer nos produits. Et ça, c'est des enjeux, pour moi, importants. Et puis j'avais un autre enjeu que vous avez soulevé tout à l'heure dans la présentation et dans l'introduction,
On a fait un choix fort aussi à Biolay, c'est que l'alimentation de nos vaches est 100% française. On a renoncé à toute importation d'alimentation pour nos vaches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun soja, aucune protéine utilisée sur les fermes Biolay qui viennent hors de France. Donc ce choix était fort, il répondait à plusieurs enjeux, mais un enjeu important, c'est aussi de ne pas participer à ces enjeux de déforestation, à ces enjeux de déforestation dans le sud du monde, mais aussi de gagner de l'autonomie forte et vraiment de promouvoir une autonomie de nos fermes importante à travers ce choix qui impose que on puisse produire nos protéines nous-mêmes en France. Donc on a une agriculture complètement autonome en France et qui finalement vend quasiment tout son lait en France. Donc voilà, une économie 100% nationale. Il y a aussi l'enjeu du carbone, il a été souligné tout à l'heure. Évidemment, sur les fermes bio, l'herbe, c'est pas anecdotique. 85% de nos surfaces sont en herbe, et c'est autant de surfaces qui sont des vrais puits de carbone, qui permettent de capter le carbone et le stocker dans la terre. Et forcément, les pratiques de l'agriculture biologique permettent aussi ça de manière très forte. Et un dernier enjeu, c'est l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'évident, mais nos pratiques la protègent. Et j'en veux pour illustrer ça, des contacts qu'on a maintenant assez régulièrement, des collectivités qui viennent vers nous et qui demandent à ce qu'on trouve des partenariats pour mettre en avant les pratiques de nos producteurs et puis pouvoir trouver des échanges, des fonctionnements pour justement aider nos producteurs, pour justement protéger la qualité de l'eau des collectivités. Et entre autres, justement, la ville de Saint-Brieuc qui est vraiment embêtée par tout ce qui est algues vertes dans les Côtes d'Armor, qui viennent nous contacter pour justement trouver un accord en commun. Donc voilà, on a tout un tas d'enjeux de société, tout un tas d'enjeux sociétaux auxquels on répond, qui sont très larges. Donc moi, j'ai pour conclure, Emmanuel, je vois bien le temps, je regarde le chrono. Le gouvernement et les gouvernements successifs veulent promouvoir la bio, se sont donné des objectifs ambitieux. Aujourd'hui, le lait bio, c'est 5% du lait. Ça veut dire qu'on a encore une marge de manœuvre, à mon avis, énorme. Je pense que vraiment, dans le plan Ambition Bio, il y a vraiment accompagné des démarches. Et je pense qu'un acteur comme nous, Biolay, qui s'est engagé depuis 25 ans dans la construction de filières, on est, à mon avis, un acteur encore incontournable pour quelques années. Merci. On va donner la parole à Guillaume Ducornet, qui est donc en visio et qui représente le groupe Auchan. Bonjour à tous, donc, je suis chef de produit sur le lait à marque Auchan. Donc, je ne vais pas vous présenter Auchan parce que je pense que bon nombre d'entre vous connaissent cette enseigne de grande distribution en France. Alors, je vais vous reparcourir très rapidement le petit bout de chemin que l'on a fait Auchan et les EH et les éleveurs qui sont associés avec cette belle entreprise. En fait, ça remonte à la fin des quotas laitiers et à la crise laitière de 2015. Auchan s'est mis autour de la table avec Emmanuel, avec LSDH, et on s'est dit comment on peut faire pour essayer de faire autrement que ce qu'on faisait depuis de nombreuses années. Et en 2016, donc il y a 5 ans, on a construit un accord tripartite. Alors à l'époque, ça ne se faisait pas encore trop, mais ça ne se faisait même pas du tout. Un accord tripartite entre Auchan et LSDH et les éleveurs de la PLBC, donc en partenariat avec LSDH, avec un lait régional. Tout d'abord, un lait régional Centre-Val de Loire à marque Auchan. Et au niveau tarif, parce que c'est ça quand même le nerf de la guerre, au niveau tarif, on s'est mis d'accord à l'époque sur un message prix. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le prix payé à l'éleveur, il était fixe pendant 6 mois de l'année. Et ça, c'était une révolution à l'époque. Ça permettait de donner de la visibilité aux éleveurs. Ça les rassurait sur l'avenir, ils avaient de la visibilité et ça permettait surtout d'éviter des à-coups qui étaient redoutables pour leur trésorerie parce qu'ils étaient payés la même somme tous les mois de l'année. Ensuite, on avait fait évoluer ce qui est des charges à marque Auchan en garantissant à nos consommateurs un lait garanti sans OGM. Vu le succès des ventes, en 2018, on a basculé ce lait en filière Auchan et on l'a diffusé nationalement dans tous les magasins Auchan de France. En 2019, on n'en est pas resté là. On a franchi une étape supplémentaire en garantissant par Bureau Veritas que ce lait est désormais équitable. Et donc, on respecte un décret qui est le décret sur l'équitabilité des laits.
rassure les clients en indiquant sur chaque bouteille de lait que ce lait, il est équitable. Donc, depuis plus de 2 ans, Auchan est solidaire des éleveurs associés à l'SDH en leur assurant un prix du lait payé à 390 € les 1000 selon la base 38-32. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque exploitation, je dis bien chaque exploitation qui est en contrat avec LSDH et qui collecte en moyenne 600 000 litres de lait à marque Auchan, a perçu en 2020 près de 3 500 € de plus que le prix moyen payé en France sur l'année 2020. Chaque exploitation a perçu ça grâce au lait filière Auchan, en additionnel de ce qu'elle aurait payé si elle était payée au prix moyen français. Est-ce que l'on a fait en conventionnel? Bien sûr, on l'a fait en bio, et toujours avec LSDH et avec les équipes de Ludovic Billard, avec les éleveurs associés à Biolait. Alors aujourd'hui, les magasins Auchan, ils vendent 18 millions de litres de lait en conventionnel, 20 millions de litres de lait en bio, et tout ça, c'est tant mieux pour le soutien des éleveurs en partenariat avec LSDH et avec Auchan. Voilà, j'en terminerai par ça. Monsieur Malbranc. Oui. Bonjour. Bon, ben merci beaucoup. Ah bon, pourquoi? Oh, ça va. Alors, la démarche Aldi, bah, elle est assez simple, hein, parce qu'on est des gens simples. D'abord, la collaboration entre Aldi et la laiterie de Saint-Louis de l'Hôtel, elle dure depuis, on en parlait hier, au moins 10 ans, je pense, hein, sur différents produits, dont une partie de notre lait de consommation, selon nos bases régionales que nous livrons et selon nos produits. On a dans la gamme 7 produits en lait, hein, 7 références. Hein. Le principe du discount Aldi, c'est un produit, un besoin, pas de marque nationale. Et donc, quand j'ai rejoint l'entreprise il y a une petite année maintenant, j'ai tout de suite eu le sentiment que l'enseigne était prête à aller plus loin. C'est-à-dire que, je le disais hier, on faisait du tripartite sans le dire depuis des années, mais comme chez Aldi, on communique que quand on est sûr de nous, on ne le communiquait pas. Donc on s'est rencontrés une première fois au mois de décembre avec M. Vasnex et M. Legrand, qui était là il y a quelques instants, et on a décidé très rapidement d'avancer en tripartite. Ça a été très vite, hein, puisqu'on a signé notre convention hier, et parallèlement à cela, à partir du moment où la décision a été prise d'avancer en tripartite, on n'avait plus aucun obstacle au référencement de lait dit équitable. Pourquoi nous ne l'avions pas référencé avant? Parce que dans notre logique, on ne pouvait pas avoir un lait équitable et le reste de nos laits à marque distributeur qui ne l'était pas. Donc, à partir du moment où la décision stratégique a été validée par moi-même et mes collègues de l'équipe de direction France de passer en lait équitable 100% de nos marques de distributeurs à terme, nous avons référencé immédiatement C'est qui le patron et Faire France, en partageant les volumes équitablement à peu près entre nos différentes sociétés régionales. Alors maintenant, on a signé hier dans une exploitation agricole, une exploitation laitière et agricole, notre convention tripartite sur LSDH, avec le groupement des producteurs du bassin Les Centres. La semaine prochaine, je signe avec Sodial, aux mêmes conditions. D'ici quelques jours aussi, une dizaine de jours, avec la 3e laiterie qui nous livre en France. On aura donc conventionné, à l'exception du bio sur lequel on travaille actuellement, qui représente une référence, je crois, chez nous, toutes les autres références, soit 105 millions de litres collectés et vendus par an dans nos magasins, en augmentation forcément dans les mois à venir, puisque, comme vous le savez, nous avons fait l'acquisition des magasins Leader Price que nous basculons actuellement à l'enseigne Aldi. Donc nous passons progressivement de 860 magasins à 1300 magasins au mois de septembre. Le volume donc augmentera. Nous avons signé, nous nous sommes engagés pour 3 ans, pour une première période de 3 ans. Comme je le disais au producteur hier et Emmanuel Vasnex, 3 ans au regard de la durée de notre collaboration, ça ne veut pas dire grand-chose. On travaille depuis beaucoup plus longtemps que 3 ans, et on travaillera encore ensemble dans 3 ans, j'espère. L'important étant, c'est qu'on donne une vision claire sur les millions de litres, les dizaines de millions de litres collectés à tous nos partenaires éleveurs et industriels sur au moins 3 ans, à 385 du 1000 toutes primes sur le lait standard, 370 hors prime. Voilà tout ce que je peux dire. J'étais très content d'accueillir les 2 marques, C'est qui le patron et Faire France dans les linéaires.
Très content de les voir. Alors ils le savent, hein, dès que je suis en magasin, comme c'est des nouveaux produits, on a beau être très directif chez Aldi, il y a toujours quelquefois des ruptures au début parce qu'ils sont surpris dans nos magasins des rotations. Alors je les tanne à chaque fois, je leur dis j'avais commandé à la mini-palette, comme ça vous ne serez plus embêtés. Ça suit, j'espère qu'on fait tirer un peu les chaînes de production d'LSDH. Et très content aussi d'avoir eu les animations Faire France là, il y a une dizaine de jours lors du référencement national. Les équipes en magasin étaient vraiment ravies d'avoir cette relation constructive avec le monde agricole. Voilà, donc le lait c'était une première étape, il y en aura d'autres, on avance aussi sur la viande, les œufs, etc. Et d'autres filières, on avance là où on peut apporter notre rôle, je dirais, de structuration en tant que discounter commercialisant majoritairement des produits français, hein, puisque je rappelle que 100% de notre lait est français en lait de consommation et 100% de notre viande également. Donc on avance et j'espère qu'on sera suivi dans tous les cas. Suivi ou autre. Pour CQLP, 4 minutes. 4 minutes je vous dirai pas bonjour. Juste, je vais faire un petit retour sur cette aventure. Pour construire une aventure comme celle-là, il faut des producteurs. Ils étaient tous dans la mouise, c'était dans ma région, moi, 50 exploitations qui étaient au fond du trou. Il faut trouver un industriel, vous l'avez à côté de vous. Voilà, si beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur lui, c'est parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel quand même malgré tout. Il autorise A, hein, et autoriser A, c'est déjà commencer à construire. C'est le premier mot. Puis après, il faut lancer un questionnaire et trouver un distributeur. Et le distributeur, il faut quand même dire merci au groupe Carrefour. Voilà, parce qu'à un moment donné, si on n'a pas un distributeur, un premier qui démarre, personne ne démarre, tout le monde se regarde et il ne se fait rien. Donc merci à eux de démarrer les premiers et de permettre à ce que cette brique de lait, qui est un questionnaire des consommateurs, validé par les producteurs et entériné par le groupe LSDH, permette de trouver ce lait dans les rayons, ce lait des consommateurs. Donc voilà, un groupe de gens qui derrière aujourd'hui nous défendent et permettent cette petite ovni sociétale d'avancer et de gagner correctement sa vie. Voilà, je pense que ça, c'est le premier point, le premier fondamental. Alors, on devait, d'un tout petit projet, Marc, pas beaucoup avancé, on en a fait une belle ovni, qui a permis donc tous les producteurs, effectivement, de la Bresse de sortir du trou, mais aussi de permettre, après, les éleveurs de la PLBC, d'embrayer sur la continuité du projet, de faire tirer tout le monde, et puis une autre chose quand même très importante qui a permis aux consommateurs de faire peut-être prendre conscience de la réalité des faits dans les exploitations. Ça a permis aussi des meilleurs contrats plutôt bienveillants et je trouve des relations bienveillantes des distributeurs avec le monde de la production et le monde du monde paysan qu'on est. Voilà, je pense que ça c'est aussi important. C'est grâce aux consommateurs si ce produit-là permet aussi de respecter le producteur et de continuer à avancer. Voilà, je pense que ça c'est important. Alors l'objectif, parce qu'à un moment donné, il y a aussi le souci de développement. Le souci de développement, c'est quand même d'essayer de faire en sorte aussi que le pouvoir politique, par la loi, il nous permette d'avoir le lait dans les rayons, c'est-à-dire l'autorisation A. Voilà, qu'on puisse aussi écrire correctement le lait français. J'espère que ça ne sera pas un gros mot, parce que j'ai pu prendre conscience que c'était un gros mot pour certains de nos industriels français. Voilà, donc j'espère qu'à un moment donné, les consommateurs sauront faire des choix avant qu'il soit trop tard pour que le monde producteur puisse développer ces petits outils qui nous permettent, nous, de vivre sur du long terme et surtout de renouveler les générations. Parce qu'on a quand même un souci majeur, c'est les générations. Alors, une lecture à 6 mois, c'était un gros progrès. Une lecture à vie, parce que le consommateur l'achète, c'est quand même sacrément mieux, quoi. Voilà. Donc, je suis fier de ce que les consommateurs ont fait et du fait que tout le monde nous a accompagnés aussi. Voilà. Merci. Madame 210, donc c'est Monoprix qui a une démarche très originale puisqu'ils ont associé en fait C'est qui le patron à leur marque. Donc oui, enchantée, effectivement, Céline 210, je suis directrice des produits Monoprix. Et effectivement, comme on vient de le souligner, on a été partenaire assez rapidement en fait de cette démarche C'est qui le patron à travers nos propres produits Monoprix en devenant la première enseigne dès la fin 2017 à co-brander et donc à intégrer dans nos gammes cette démarche. Donc le produit Monoprix avec la marque C'est qui le patron sont partenaires sur les emballages de nos bouteilles de lait et de beaucoup de nos bouteilles de lait, puisque c'est tous nos produits Monoprix, donc le cœur de nos gammes,
qui aujourd'hui sont sous ce rebranding avec tous les formats, toutes les variétés, demi-écrémé, écrémé, etc. Donc, c'est nos plus grosses ventes. Et on fait ça donc depuis l'automne 2017, ça fait 3 ans et demi. La spécificité finalement qui a fait que ce choix a été assez fort, et en particulier quand on pense que c'était 2017, c'est qu'on n'a pas fait ça en plus des autres produits de lait Monoprix. On l'a fait à la place. On a remplacé les bouteilles standards par ces bouteilles-là. Et du coup, ça a permis de le rendre tout de suite beaucoup plus visible et tout de suite beaucoup plus présent dans nos ventes également. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de l'avoir tenu. Parce qu'il faut se dire franchement que ça n'a pas été évident au début d'assumer ce changement de positionnement, que ce soit positionnement tarifaire ou voilà, montrer au sein de nos assortiments quelque chose de très différent. On l'a tenu et on le tiendra toujours. Ça, on a prévu de poursuivre. On a essayé d'étendre également le partenariat sur d'autres produits. On a testé par exemple un jus de pomme. Alors, ça n'a pas fonctionné. C'est pas le sujet aujourd'hui, le jus de pomme, mais c'est pour dire qu'on veille en fait à déployer aussi ce genre de démarche sur d'autres secteurs si c'est possible. Et on y réfléchit encore sur d'autres produits à l'heure actuelle. C'est une actualité en ce moment dans nos bureaux. Voilà en gros pour le partenariat Monoprix, c'est qui le patron. Juste et Vendéen. Bonjour, donc moi, Guillaume Vanneau, donc je suis agriculteur en Vendée, voilà, donc co-responsable de la marque Juste et Vendéen et président de la coopérative laitière, donc la coopérative d'Herbe Rouge. Alors nous, notre démarche est plus récente, on l'a construite en 2017 pour une première mise en magasin, donc en 2018 quand on a eu le Tour de France, on passe au Tour de France en Vendée, et donc un partenariat qu'on a engagé avec les U, avec les magasins U. Donc dans la construction de notre démarche, en fait, on a commencé il y a 3 axes. On a commencé par une enquête consommateur qu'on a fait pour vraiment comprendre ce qu'attendait le consommateur. Où là, il y a 4 valeurs qui sont sorties. Tout d'abord, la transparence. On avait un consommateur qui demandait la transparence. Une traçabilité et la proximité. Ça veut dire que le consommateur voulait savoir d'où venait le produit et voulait retrouver un produit local. Et surtout un consommateur qui manquait de confiance. Donc en fait, on a basé notre construction, notre démarche sur ça. Et c'est ce qui a fait après qu'on a appelé la marque Juste. Parce qu'en fait, on a créé la marque Juste et après, Vendéen est une dénomination. Parce qu'aujourd'hui, on fait des produits vendéens, donc Juste et Vendéen, on fait des produits juste de là. Donc en fait, on a basé notre construction avec la traçabilité. Donc nous, la différence qu'on peut avoir, c'est qu'on a une blockchain associée. Ça veut dire que le consommateur, avec le QR code, a une traçabilité complète du produit, donc du départ de l'exploitation jusqu'à la grande distribution. Et c'est là que l'autre axe qu'il nous fallait pour construire notre démarche, c'est d'avoir des partenaires. Et les EH étaient le vrai partenaire pour pouvoir construire notre démarche, pour assurer cette traçabilité. Et bien sûr, la grande distribution. Donc en fait, notre démarche, c'est un contrat de confiance qu'on a créé pour nous entre les producteurs et les consommateurs. Ça veut dire que l'engagement des producteurs, c'est qu'il devient ambassadeur d'une marque. Et son engagement, c'est de se rapprocher du consommateur. Donc il a 3 façons. C'est aller dans les magasins, vendre la démarche et présenter ses produits. C'est ouvrir son exploitation. Et aller à la rencontre des élus. Donc là, c'est parce qu'on parle beaucoup de grande distribution, mais nous, l'enjeu aussi, c'est tout ce qui est restauration hors domicile. Ça veut dire que l'agriculteur aussi s'engage à aller voir son maire, aller voir les chefs cuisiniers de toutes les collectivités locales, de toutes les collectivités de sa commune, pour recréer du lien. Donc c'est les bases de notre démarche. Donc aujourd'hui, on collecte, donc on n'est que sur un département, hein, on collecte 1 million de litres de lait. Chez Système U, c'est la 3e référence de lait. Donc ça veut dire qu'on est sur une progression de plus de 20%. Donc ça veut dire que aujourd'hui, pour nous, la grande distribution, elle nous sert à distribuer et c'est nous qui créons le lien avec le consommateur. Donc on a quelques magasins Leclerc et quelques magasins de proximité. Alors, en fait, nous on base tout là-dessus sur la relation producteur-consommateur. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais passer après sur le changement d'échelle.
c'est que donc nos produits, c'est une marque transversale. Donc on a le lait, aujourd'hui on a le miel et on a les œufs. Et à chaque fois basé sur la traçabilité et la rémunération des producteurs. Ça veut dire qu'on a des sections. Chaque section construit son coût de production et après on construit notre prix en marche avant, donc avec les partenaires. Donc comment on change d'échelle? Ce qu'on sent aujourd'hui, c'est qu'un consommateur, on mûrit dans leur acte d'achat. Nous estimons que lorsque le produit est disponible en magasin, le consommateur se l'approprie. Concernant la question du prix, le consommateur a l'assurance que le prix rémunère et il l'adhère. Ça veut dire que quand on affiche le prix, quand le consommateur est sûr de rémunérer le producteur, il achète le produit. Et ça, c'est la principale base de notre démarche. La difficulté pour approcher les producteurs et les consommateurs est de trouver des partenaires qui veulent travailler pour des marques de producteurs. Nous, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui pour se développer, c'est de trouver des partenaires qui aujourd'hui veuillent travailler pour des marques de producteurs. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises. Nous, dans l'idée, ça a été dit, c'est pas de recréer des outils. Les outils, ils existent en France. Et donc, la difficulté, c'est qu'on a des outils qui sont associés à des marques. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive, nous, producteurs, à recréer ce lien. Alors, comment? Il faut conclure. Donc, les garanties pour la pérennité des démarches. Et ça, c'est hyper important. Nous, ce qu'on observe, et vous le savez aussi, c'est le développement des magasins de producteurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit des producteurs, pour valoriser nos démarches, ils veulent recréer des magasins. Nous, on s'est dit, le pari, c'est faire du local dans du global. Ça veut dire que toute la grande distribution qui est là, il faut qu'on arrive à remettre de la proximité sans forcément recréer des magasins, parce que je pense que ça aura ses limites. Et donc voilà, ça peut être mon mot de la fin, c'est faire du local dans du global. Merci. Michel, on va donner la parole à Madame Stoll, donc de Commerce Équitable France. Ok, bon, mais merci beaucoup pour votre invitation. J'ai l'impression de retrouver une grande famille de cousins, parce que évidemment, quand on parle commerce équitable, pour le grand public, c'est encore très souvent aujourd'hui évocateur de café ou de cacao. Et j'étais ce matin sur RFI pour des histoires de chute des prix du cacao. Mais ça fait très largement écho à ce que vivent les producteurs français pour un certain nombre de filières, et notamment les producteurs de lait. Alors, juste un mot peut-être d'abord sur Commerce Équitable France. C'est l'organisation qui rassemble les acteurs français de commerce équitable. Donc, on rassemble des opérateurs économiques, des organisations de producteurs comme Biolay, des distributeurs, des labels de commerce équitable, mais aussi des organisations de consommateurs et des acteurs de la finance à impact qui soutiennent le développement du commerce équitable. Alors, on a parlé, ça a été évoqué plusieurs fois par les démarches qui sont intervenues avant moi, qui font du commerce équitable. Peut-être rappeler quand même les engagements qui sont inscrits dans la loi depuis 2014. C'est d'abord de payer un prix juste et rémunérateur basé sur une analyse objectivée des coûts de production. C'est un engagement sur la durée entre les opérateurs économiques, entre les acheteurs et les producteurs. Et la loi nous parle de 3 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ce qu'on retrouve habituellement sur le marché. C'est une visée de rééquilibrage de la relation commerciale. Et donc, le commerce équitable, il ne s'adresse pas seulement à des producteurs individuels, mais à des collectifs de producteurs. C'est essentiel. Et puis, évidemment, il y a tous ces enjeux de transparence, de traçabilité, de garantie, et puis de sensibilisation des consommateurs, parce que cette manière de faire, effectivement, elle ne peut pas se développer sans embarquer les consommateurs. Donc, le commerce équitable, c'est une démarche qui a plus de 30 ans. On m'a demandé d'intervenir sur la durabilité. Nous, ça fait très longtemps que cette démarche, elle existe. Elle s'est très largement structurée sur les 15 dernières années. Avec l'engagement de la grande distribution. C'est depuis que les produits de commerce équitable se retrouvent dans la grande distribution qu'on a pu opérer ce changement d'échelle. C'est important de le dire. Et puis, depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, le commerce équitable peut aussi se décliner sur les filières françaises, ce qui était interdit auparavant. Non pas la mise en œuvre de ces principes, mais la capacité à se revendiquer du commerce équitable. Et donc ça change aussi pas mal la donne. Et donc depuis 2015, depuis 6 ans, on monitore les données économiques du secteur. Aujourd'hui, le commerce équitable Origine France, il pèse pour un tiers des ventes de commerce équitable au global. Ça représente, les ventes de commerce équitable en France, elles représentent un peu plus de 1,7 milliard d'euros. Le poids du lait, c'est à peu près 30 millions d'euros, peut-être un petit peu moins, et un peu plus de 60 millions de litres.
uniquement sur le commerce équitable labellisé. Donc, ça ne comprend pas les démarches qui ont été évoquées avant, hein, qui potentiellement répondent aux critères de la loi, mais non pas les labels. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la croissance, hein, de cette démarche-là, qui est quand même très importante. Le commerce équitable dans le monde, ça touche aujourd'hui un peu plus de 4 millions de producteurs. Et en France, ça implique plus de 10 000 fermes sur toutes sortes de cultures, le lait, les grandes cultures, les légumineuses, fruits et légumes, viande, etc. Et il y a un peu plus de 7 000 références en bio et en non bio. Le mouvement du commerce équitable, il a une approche très engagée et très pragmatique sur la question de la transition agroécologique. Il y a du commerce équitable en bio et en non bio, et il y a surtout beaucoup de conversions. Et pour nous, c'est évidemment les conditions du commerce équitable qui rendent possible la transformation des modèles de production pour répondre aux enjeux qui ont été évoqués, hein, sur l'eau, la biodiversité, le climat. Et il faut une situation sécurisante. On ne peut pas transformer ni créer sur la précarité. Et donc, le commerce équitable, c'est un accélérateur de transition parce que ça permet des prix rémunérateurs, des prix stables, des engagements sur des volumes, sur la durée, et des organisations collectives avec des appuis techniques et des liens avec les consommateurs. Donc tout ça, ça crée un écosystème et des circonstances, je dirais, favorables à l'accompagnement du changement. Très rapidement, les clés du succès, les choses qui ont été évoquées avant, je m'y reconnais totalement, je valide. C'est un esprit de filière, un esprit de partenariat, c'est un engagement des acteurs économiques, des producteurs, des transformateurs de la distribution et des consommateurs. En ce qui nous concerne, on a crédibilisé notre mouvement avec des études d'impact pour démontrer sur la durée le sens et les impacts sociaux et écologiques du commerce équitable sur des filières d'abord issues des pays du Sud, évidemment, et aujourd'hui aussi sur les filières françaises. C'est la notoriété des labels, des garanties, des marques qui portent ces alternatives. Et c'est le sens, c'est le projet de société qui relie les producteurs et les consommateurs et qui permettent de donner une autre dimension à la consommation. Michel. Oui. Merci de me donner la parole. Bonjour, monsieur le ministre. Donc je vais faire court. Chez Lidl, on vend aujourd'hui, ou plutôt on achète 600 millions de litres de lait. 250 en lait de conso, 350 transformés en fromage et en yaourt, sur des entreprises françaises bien sûr. Seuls 50% sont aujourd'hui entre guillemets responsables ou équitables, même si l'intégralité des 600 millions sont payés 370 du 1000 prix de base. Il n'y a que 50 millions où j'ai la certitude que les 370 du 1000 prix de base arrivent finalement dans la poche des éleveurs. Donc nous, notre aventure, on parle tous d'aventure, 50 millions. Donc nous, notre aventure, elle a commencé en 2015 et on a signé notre premier contrat de 3 ans. Donc on parlait déjà en 2015 de pluriannualité, cher à Serge Papin, et donc ça montre bien qu'on peut le faire. Par contre, force est de constater qu'on est aujourd'hui, quasiment tous les distributeurs ont pris la parole, il y en a encore quelques-uns qui vont la prendre, mais on est quasiment tous là, et on parle tous de belle aventure. Mais cette belle aventure, ou ces belles aventures, n'ont été possibles que grâce à une personne qui est là, Emmanuel Vasnex, mais c'est la vérité, LSDH, c'est le seul industriel aujourd'hui en France qui permet ces belles aventures. C'est le seul. J'ai fait une tripartite dans le nord de la France. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire avec Emmanuel, parce que le nord de la France, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, le chemin était un peu long. Et donc, on a dû la faire avec un industriel belge, ce qui est quand même très très malheureux. Donc voilà, j'ai juste un rêve, moi, c'est que demain, après-demain, les gros industriels de ce pays, laitiers, nous donnent la même transparence que nous donne depuis, chez moi en tout cas, 5 ans, Emmanuel Vasnex, sur ces différents contrats qu'on a. Et bien évidemment, on a non seulement cette tripartite, mais on a référencé quasiment toutes les initiatives ici présentes, que ce soit CQLP, que ce soit Faire France, Cantavelotte, etc., etc. Donc voilà, il faut quand même préciser que c'est la seule entreprise en France qui permet de faire ça. C'est juste ça que je voulais souligner. Merci beaucoup. Merci Michel. La transition était top avec Jean-Philippe. 4 minutes. Hein. Bonjour monsieur le ministre. Donc Vaillard Jean-Philippe, je suis producteur de lait dans le Lot, pas de problème Cahors.
Donc bon. Voilà, donc je suis producteur de lait avant tout. Après, je suis responsable de la coopérative Cantavelotte. Aujourd'hui, Cantavelotte, on va dire, c'est 30 producteurs, 14 millions de litres de lait. Une aventure complètement farfelue à un moment donné. On nous avait dit qu'on était complètement farfelue à ce moment-là. Donc l'entreprise Cantavelotte, la coopérative aujourd'hui, ça a démarré en 2010. Hein. Donc suite à la crise laitière, on s'est retrouvé sans contrat. Sans contrat de lait, on avait un contrat avec un industriel espagnol, c'était un GIE à la base. Le GIE avait un contrat avec un industriel espagnol que le contrat n'a pas été renouvelé. Donc on s'est retrouvé pendant 6 mois, je veux dire, sans contrat de lait, avec du lait qui partait sur le marché spot. Donc on était entre 180 et 200 € tonnes. Donc pas besoin de vous expliquer que toutes nos exploitations à ce moment-là étaient en dépôt de bilan, ou à la limite dépôt de bilan. Donc à ce moment-là, on s'est restructuré. On a eu une réflexion avec une bande de copains, à dire comment à un moment donné arriver à se structurer et arriver à rattraper de la valorisation qu'on avait perdue pour sauver déjà en premier temps nos exploitations. Donc très très rapidement, après forcément on a eu une première étape mais qui n'a pas duré longtemps. Après on s'est très vite rapproché d'Emmanuel, qui en fait par rapport à une personne qui nous accompagnait, nous a fait rencontrer Emmanuel. Je pense que ça a été une des premières réussites de Cantavelotte, c'est de rencontrer une personne qui était à l'écoute de cette démarche. Donc avec qui, Emmanuel, on a discuté, on s'est tombé d'accord, on a mis un contrat en place sur de l'embouteillage, parce qu'aujourd'hui Cantavelotte, il faut savoir, c'est du lait, du fromage, des yaourts et de l'aligot. Mais l'activité principale reste le lait. La première chose qu'on avait, c'était comment, à un moment donné, arriver à ramener cette valorisation qui nous avait échappé. Donc il faut savoir que Cantavelotte, la démarche, c'est un peu particulier parce qu'on maîtrise tout de A à Z, tout ce qui est commerce, tout ce qui est collecte, tout ce qui est distribution. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur l'ensemble des enseignes référencées. On a 50% de notre commerce qui est sur Paris et 50% dans le Grand Sud, sur la ligne qui va de Bordeaux à peu près Montpellier, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est réfléchi, je vais dire, pour que ça soit du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut forcément, je vais dire, pour tenir un tissu économique de producteurs de lait dans nos régions, effectivement, ça passera par là. Qu'il y ait une rémunération sur les producteurs, parce que s'il n'y a pas de rémunération aux producteurs, il n'y a plus de producteurs. Donc aujourd'hui, nous, on est, je vais dire, sur une démarche vraiment gagnant-gagnant, à savoir sur l'ensemble de nos distributeurs qui travaillent avec nous, qu'il faut forcément que chacun ait sa marge, que le producteur ait sa marge, que le distributeur ait la marge, mais surtout à rester dans un schéma où qu'on reste dans un, j'aime pas trop ce mot, mais dans une accessibilité de prix pour le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas non plus notre prix, nous, n'importe comment. À un moment donné, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne veut pas être une marque premium, on veut être une gamme, je vais dire, accessible pour que le maximum de gens puissent profiter de notre marque et que tout le monde puisse y arriver plus facilement. Après, sur la démarche, je vais dire, on est dans une démarche bleu blanc cœur et 100% de nos volumes sont bleu blanc cœur. On est forcément non OGM. À partir du 1er juin, dans toutes nos exploitations, je veux dire, on n'aura plus de soja d'importation, parce qu'on est vraiment sur une réflexion aussi d'aller encore plus loin, parce que je pense qu'il faut se regarder par rapport à tout ce qui est au niveau autour de nous, par rapport à notre planète. Une des choses une grosse réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement, parce qu'on a énormément de demandes pour rentrer dans notre démarche. Aujourd'hui, c'est 30 producteurs, donc 14 millions de litres de lait. Effectivement, sur mon bureau, moi j'ai énormément de dossiers de producteurs qui veulent rentrer chez nous. C'est là que je pense qu'à notre niveau, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on retombe dans un schéma d'où on a voulu sortir. Ce que je conseillerais aux jeunes qui nous remplaceront à terme, c'est surtout de rester dans une taille humaine pour pouvoir maîtriser. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en maîtrisant tous les points, point par point, aujourd'hui ça fonctionne. Aujourd'hui, on a remis du souffle dans nos exploitations. Mais demain, je veux dire, malgré encore en plus cette pandémie qui nous tombe dessus, c'est énormément compliqué, peut-être sur le commerce pour le moment. Oui, Emmanuel. Mais je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qui se développe, toutes les filières qui se sont montées, je pense que effectivement, en se mettant autour de la table, moi j'ai passé une première partie de ma vie en producteur, on me disait occupe-toi de traire tes vaches, de produire, nous on s'occupera du commerce. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les vilains petits canards qu'on nous appelait, qui étaient la grande distribution et tout ça, moi je travaille avec l'ensemble des enseignes, je ne dis pas que c'est facile, ça reste de la négo, mais aujourd'hui on a des accords qui se
On trouve en expliquant réellement ce qu'il faut qu'il reste aux producteurs, je veux dire, l'accessibilité des consommateurs et forcément la marge des magasins. Mais aujourd'hui, en ayant des discussions autour d'une table, en expliquant tout ça, on s'aperçoit que ça marche. Voilà. Merci et encore merci à Emmanuel de nous avoir invités. Merci. Marc Delage de Carrefour. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre. Marc Delage, Carrefour. Donc, moi, je suis venu vous parler aujourd'hui de la démarche filière qualité Carrefour. Effectivement, on a signé il y a quelques semaines en arrière la 125e filière. On était réunis dans une ferme où on a pu effectivement discuter avec les producteurs et puis s'assurer en fait que notre partenariat était bien connu de tous, parce que c'est important aussi que chacun sache ce qui est fait. Parce qu'effectivement, la transparence, c'est quelque chose qui est important pour nous, et c'est très compliqué de l'avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que les démarches qu'on peut avoir avec LSDH aujourd'hui nous permettent d'avoir cette transparence. C'est un partenariat avec Carrefour depuis plus de 40 ans avec LSDH, donc c'est pas nouveau. La filière qualité Carrefour, c'est une démarche qui a été lancée il y a maintenant 30 ans. C'est une démarche qui nous permet effectivement d'approcher le monde agricole et aussi de l'accompagner à travers donc, une juste rémunération. Donc, le lait filière qualité Carrefour aujourd'hui, c'est un lait qui rentre dans les critères de l'équitabilité et certifié par le bureau Veritas. On s'assure du bien-être des animaux et de l'alimentation, et bien évidemment des consommateurs et de la santé de tous. Donc c'est une démarche vertueuse, parce qu'on n'oublie pas l'environnement. C'est vrai que vous avez vu les bouteilles qui tournent sur la chaîne. C'est important aussi de préserver l'environnement. Donc on travaille également sur tout ce qui est recyclabilité. C'est important pour nous de pouvoir s'assurer qu'on laissera une planète plutôt sympathique à nos enfants. Voilà. Merci Marc. On va donner la parole parce que monsieur l'a demandé. Je donne la parole à 2 minutes. Il ne reste plus qu'un. Merci. Je voulais vous dire un petit mot, puisqu'on a évoqué les producteurs, les distributeurs, les transformateurs. Jusqu'alors, on n'a pas parlé de l'aboutissement de tout ça, c'est-à-dire le consommateur. Et pourtant... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Oui, pardon. Je suis Olivier, je suis consommateur et sociétaire C'est qui le patron? Je suis à Montreuil. Et j'avais quand même envie de dire, c'est qui le patron? C'est nous. Mais c'est vous aussi, puisque vous êtes consommateur. Vous aussi, monsieur le ministre. Donc, je crois que la marque C'est qui le patron? C'est la seule marque qui a mis le producteur, le transformateur, le distributeur et le consommateur au centre de la filière. En particulier le consommateur, parce que le consommateur, c'est lui qui a créé C'est qui le patron, qui a décidé, il y a 10 000 consommateurs sociétaires actuellement qui votent pour créer des produits, qui votent pour leur cahier des charges, qui insistent sur le fait qu'ils veulent une juste rémunération aux producteurs et qui veulent de l'intelligence et de la transparence d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc, c'est une marque qui fonctionne sans publicité, sans commerciaux. Qui fait la publicité? C'est nous. C'est le patron qui fait la publicité, c'est-à-dire c'est le consommateur. Et on donne la possibilité au consommateur, quand il est en rayon et qu'il va choisir d'acheter un produit, d'avoir un acte politique et social. En fait, il a le pouvoir, parce que si lui n'achète pas, tout s'écroule. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Donc, qui fait le travail aussi? Il y a l'équipe C'est qui le patron, il y a le producteur, il y a les transformateurs comme Emmanuel, mais il y a aussi surtout les consommateurs qui en parlent, qui témoignent dans les médias, qui font ce qu'on fait là. On est quelques consommateurs, on s'est levé tôt ce matin pour être ici, pour vous rencontrer tous et pour vous donner ce message-là. Nous, c'est nous les patrons, et c'est nous qui faisons le travail de publicité, le travail de faire connaître la filière, le travail de dire
la plupart des consommateurs, ils ont envie de consommer des produits de bonne qualité, ils ont envie que les producteurs soient respectés, ils ont envie que ce soit transparent. On va aussi faire des visites chez les agriculteurs, producteurs, pour vérifier qu'ils touchent bien l'argent qui est dans le cahier des charges et que tout le cahier des charges en général est respecté. Alors moi, j'ai un peu l'impression qu'en tant que consommateur, je fais un peu mon boulot. Maintenant, j'ai envie de poser une question à Monsieur le Ministre. Vous, en tant qu'homme et en tant que ministre de l'Agriculture, comment vous pouvez nous aider concrètement à ce que chaque consommateur soit au courant de ce qui existe notamment chez C'est qui le patron, mais aussi dans toutes les initiatives solidaires comme Faire France et plein d'autres. Très bien. Donc la question est posée. Merci beaucoup. Juste pour finir, donc deux producteurs de lait, donc Dominique ou Olivier, ou Dominique et Olivier. Vas-y Dominique, très rapidement, et puis... Olivier, tu prends ou pas? Non, je prends. Et bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Peuzot, je suis producteur de lait tout près de Cholet, où Emmanuel et son équipe portent un très beau projet sur l'abeille 2. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui, donc ce n'était pas possible pour moi. Moi, je suis vice-président, donc bras droit d'Olivier, vice-président de l'APLBC, donc notre association de producteurs qui soutient et qui mène les projets avec la laiterie et qui accompagne donc les éleveurs dans les réflexions. Et notamment, on fait bien partie des contrats tripartites. Michel Biérou, tout à l'heure, l'a bien souligné, ça m'a fait plaisir. Emmanuel et son équipe sont à l'origine de cette belle histoire des contrats tripartites, et si j'avais un message à faire passer, je pense que faut que ça s'inscrive dans la durée, dans cette belle histoire, et encourager les autres entreprises en France à le faire. Ça passera, la durabilité de nos métiers passera que par ce chemin-là, hein, se regrouper, se mettre autour d'une table et discuter. Pour ma part, même sur ma petite ferme de 55 vaches laitières, Emmanuel et son équipe ont su nous porter vers le haut, vers un sens à nos métiers. Aujourd'hui, je suis dans la démarche Bleu Blanc Cœur, et je suis de très près le dossier Système U. Voilà, cette démarche Bleu Blanc Cœur est une proposition d'Emmanuel au départ. Elle est un petit peu différenciée, en mi-chemin entre le conventionnel et le bio. Une belle démarche, hein. Le socle de base était sur le lait santé. Aujourd'hui, je me retrouve propulsé, même administrateur chez Bleu Blanc Cœur. Mais bon, ça renforce les positions un petit peu avec la discussion de chez Système U. Donc voilà, c'est assez rapide parce que je vois que le temps est compté pour tout le monde. Mais ce qui est formidable, c'est de travailler en commun, et que cette belle histoire continue. Moi, je n'ai pas d'autres messages à faire passer. Olivier, tu compléteras le travail qui a été fait parce qu'Olivier porte beaucoup de dossiers, hein, et je sais qu'il y a deux autres collaborateurs dans la salle, Nicolas et Benoît, qui sont présents. Voilà, on fait un travail formidable ensemble, ça nous projette, et on a besoin de ça. Et si je vous parle de ça, Monsieur le Ministre, on a besoin de ça parce que demain, un producteur sur deux en France aura plus de 50 ans. On aura la responsabilité de transmettre des outils viables, mais surtout motiver des gens et des jeunes sur un métier formidable qui est la production laitière. Mais demain, au risque, et vous savez la quantité de travail et la somme des capitaux qu'on a, vous savez très bien que si on ne donne pas des signes forts, on peut aller très vite vers un déclin. Et demain, les attentes sociétales qui sont la qualité, et on voit bien les discours des consommateurs, demain, peut-être que la qualité sera vraiment minime sur le territoire, et on a tous le droit de bien manger. C'est un des slogans de chez Bleu Blanc Cœur. Je pense que on ne pourra pas tous avoir une alimentation haut de gamme selon les moyens de chacun, et ce serait dommage que ça vienne de l'étranger avec des cahiers des charges qui seront... Donc voilà, je pense qu'il faut penser à tout le monde. J'ai envie qu'on propose des belles choses dans notre pays. Donc voilà, hein, sur ce message que je voulais faire passer. Donc Olivier, écoute, si tu veux prendre la main, il n'y a pas de souci. Encore merci à vous. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc Olivier Legrand, je suis le président de la PLBC. Donc en fait, c'est la principale organisation de producteurs de la laiterie de Sainte-Ligne-d'Hôtel. En fait, on représente les producteurs qui livrent à la laiterie de Sainte-Ligne-d'Hôtel
Et on se revendique et est très fier de dire qu'on est producteur de la laiterie de Saint-Denis-de-Dotel. Donc, on s'est rencontrés une fois, vous disiez que Sodial avait un peu un rôle social, d'aller collecter un peu du lait dans des régions où personne ne voulait aller. La laiterie de Saint-Denis-de-Dotel, avec la PLBC, on est sur 5 régions, 18 départements. Je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de départements sans la laiterie de Saint-Denis-de-Dotel et toutes les démarches auxquelles on est associé, que vous avez entendues, qui n'y aurait plus ou pratiquement plus de producteurs, avec tout le lien social que ça engendre. Et en plus, sur le volet environnemental, c'est quand même pas plus bête d'avoir du lait un peu dans toute la France que sur quelques régions. Donc au moins, ça permet de garder des producteurs, surtout en région centre. Ensuite, on a eu la chance, nous, on a arrêté de revendiquer et avec la laiterie de Saint-Denis-de-Dotel, on a co-construit. On a essayé de co-construire les démarches, vraiment de co-construire. Et avec tous les distributeurs qui sont autour de la table, pratiquement, on travaille. Donc on a lancé les tripartites en 2015. Donc il y a eu Système U, il y a eu Lidl, il y a eu Auchan dans les premières tripartites. Ensuite, on a eu la chance, grâce à LSDH, de pouvoir rentrer dans la démarche Chez Qui Patron, qui avait été lancée avec la Bresse. Et vraiment, je pense que c'est la démarche qui a quand même boosté toutes les autres démarches et qui a fait comprendre vraiment qu'il fallait une vraie rémunération aux producteurs. Et comme le disait le consommateur, qui a apporté le consommateur dans la boucle et qui nous a permis d'avoir le consommateur comme caution. Et qui disent, regardez, nous on achète des produits vraiment qui rémunèrent les producteurs. Donc voilà, et ça a permis, nous, après, à notre tripartite, de vraiment se développer. On s'est développé à force d'échanger avec tous les distributeurs qui sont autour. On est parti sur du qualitatif. Donc, on a fait reconnaître un lait équitable, un peu sur la base du cahier des charges de C'est Qui Patron. Donc, Auchan est parti dans cette démarche-là, avec une valorisation à 390. On vient de signer en filière qualité Carrefour, il y a quelques semaines, un lait sur le même cahier des charges, avec la même rémunération. Et nous autres, on a d'autres tripartites parce que on a quand même un tiers des producteurs qui malheureusement ne peuvent pas répondre au cahier des charges tel qu'il est dans notre lait équitable, qu'il est avec C'est Qui le Patron. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas pâturer. Parce qu'ils sont soit dans des routes, soit proches des maisons, et ils n'ont pas assez de surface accessible pour les animaux, si vous voulez, pour pâturer. Et je pense que ces producteurs-là ne déméritent pas plus que les autres. Ils ont droit à avoir une rémunération. Donc on est arrivé avec d'autres enseignes, telles que Lidl, à faire des tripartites sur du lait non OGM. Voilà. Et on vient de signer sur la même base avec Aldi. Et vraiment, ça nous permet justement d'amener aussi une rémunération à ces producteurs-là. Et donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un socle vertueux. Et comme dit Emmanuel, c'est à la PLBC, avec les EH, on essaye de construire un mur de briques. Donc c'est tout l'ensemble de nos démarches qui fait ça. Ensuite, je pense que pour développer toutes ces démarches-là, déjà dans un premier temps, on est plusieurs collègues autour responsables de producteurs avec différentes démarches. Déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse passer le message, chez nous, de faire passer le message à nos producteurs qu'on n'est pas concurrents. Et comme dit souvent Nicolas Chaban, et j'espère que ce n'est pas que des paroles, l'équitable s'ajoute à l'équitable. Donc voilà, toutes nos démarches qui sont plus justes, avec une meilleure valorisation, et ben c'est à nous d'aller porter, et que toutes ces enseignes-là, toutes les GMS là, qui sont ici, de dire, eh ben vous mettez dans vos rayons. Et on a d'autres démarches, des marques qui vivent qu'à coup de promotion, qui dégradent la filière, qui rémunèrent pas bien les producteurs. Eh ben, j'aime pas dire que le mot concurrent, mais c'est plutôt ceux-là qu'il faut qu'ils ne soient pas dans les rayons ou qu'ils ne soient pas tant qu'ils n'apportent pas une réelle rémunération aux producteurs ou vraiment une réelle transparence. Voilà. Sur les contrats tripartites, je pense qu'aussi qu'il faudrait que vous nous aidiez pour arriver à mettre un cadre pour pas qu'il y ait de dérive dans le temps. Je pense qu'il faut qu'on aille sur les tripartites, comme Michel Biraud a été un ambassadeur sur le tripartite et a fait beaucoup la promotion. On a du mal encore dans la loi, je pense qu'il faudrait arriver à encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérive dans l'avenir et qu'il n'y ait pas un prix qui aille en descendant. Donc voilà ce que, Merci, Olivier. je voulais dire.
Merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Parfait. Merci pour ce moment d'échange. Merci d'abord, cher Emmanuel, pour votre accueil. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Inutile de vous dire que c'est un sujet que je suis de près matin, midi, soir et même la nuit. Et il y a trois commentaires que je voudrais faire. Je pense que vos interventions, elles s'appellent lucidité, espoir et courage. Lucidité, parce que l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble montre que vous êtes plutôt des gens heureux. La lucidité, elle est qu'au même moment, énormément de situations sont juste absolument inacceptables. Qu'au même moment, j'étais avec les jeunes agriculteurs il y a quelque temps, et je prends exprès les jeunes agriculteurs parce que plusieurs d'entre vous ont dit mais la vérité c'est que notre enjeu c'est le renouvellement des générations, et qu'aujourd'hui, qui dans la salle va aller conseiller à ses enfants, s'il n'a pas lui-même cette passion pour le métier de laitier, d'aller s'installer sur une exploitation laitière. La réalité est là, et je le dis surtout pour celles et ceux qui un jour pourraient se dire oui, mais cette passion elle est tellement forte parce que c'est un métier qui est tellement beau, passionné, que ces personnes-là réagissent aussi en tant que père et mère de famille. La passion, elle ne peut pas tout. Et notre pays vit trop sur la passion de nos agriculteurs. La lucidité, elle impose aussi de dire que il y a des femmes, des hommes, et vous en faites partie, grâce à qui les choses avancent. La lucidité impose de dire, comme l'a fait Michel et plusieurs d'entre vous, que Emmanuel, je crois que vous êtes un sacré pilier dans le... et peut-être votre père et votre grand-père aussi, enfin la famille, dans l'ensemble de ce qui se passe et dans cette chaîne de l'agroalimentaire. Et soyez-en de manière très républicaine et solennelle infiniment remerciés. Et cette lucidité qui fait qu'il y a un constat sans concession qu'on doit faire. Ça marche à des endroits, ça ne marche pas à d'autres. Mais il y a des femmes et des hommes qui veulent faire bouger les choses. Tel qu'Emmanuel qui trace des routes. Et beaucoup d'autres. Ça amène, ce dernier point de lucidité, ça amène beaucoup d'espoir. Parce que le schéma tel qu'il est défini, au moment où on se parle chez vous, il marche. Et donc on a un exemple. Et donc en fait l'équation, c'est l'ingénieur agronome qui parle, l'équation elle est assez simple, il suffit de dupliquer ce qui marche. Beaucoup plus simple d'avoir la solution et de se dire comment on fait pour la dupliquer que de courir après des solutions dont on ne sait si elles existent. On sait qu'il y a des modèles où ça marche. Et en fait, la question qu'on doit se poser, c'est au final, pourquoi ça n'est pas mis en œuvre partout? Et ça appelle à mon dernier point que je voudrais vraiment développer, qui est la question de courage. Le courage, il doit emporter chacun et chacune d'entre nous, tous. D'abord l'État, les acteurs de la distribution, les industriels, et puis évidemment le monde agricole aussi. Le système tel qu'il est organisé aujourd'hui, il est organisé d'une telle manière, et ça fait des années, d'une telle manière que à la fin tout le monde y perd. C'est pas le monde agricole contre le monde industriel, contre le monde de la grande distribution. C'est d'ailleurs on l'appelle comme ça une chaîne agroalimentaire. Il y en a un qui flanche, tout le monde flanche. Si demain il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y aura plus d'industriels, ou il y aura des industriels qui iront transformer de la matière première importée sans aucune démarque d'IG, d'AOP, d'identité. Si demain il n'y a pas d'industriels, la grande distribution où il suffit de prendre les capacités d'auto-investissement qui année après année s'écroulent, elles seront à la merci de grands groupes industriels qui viendront leur importer leurs produits. Eh ben, bon courage les amis, parce qu'aller négocier des marges avec ces gros importateurs versus négocier des marges avec les industriels du territoire, les marges d'auto-investissement, elles continueront à s'effondrer. La réalité est là. Et donc moi je crois beaucoup, mais alors beaucoup, mais infiniment, que la voie, le chemin, il est possible et qu'il demande beaucoup de courage. D'abord, il faut faire de la contractualisation. Deuxièmement, il faut faire de la contractualisation pluriannuelle. Et troisièmement, il faut le faire en toute transparence. Et ça, il faut avoir le courage de le mettre en place. Ce qui implique
au pouvoir politique d'avoir beaucoup de courage, parce que ça revient parfois sur des dogmes qu'on a faits. Un premier dogme, par exemple, qui est de dire il faut accepter de dire publiquement, et je le refais aujourd'hui, que l'alimentation de qualité, cela a un coût, et que probablement le consommateur ne consacre pas suffisamment d'argent dans le panier alimentaire si on veut avoir un panier alimentaire de qualité. Vous verrez, ça fait des années que personne n'ose le dire, mais il faut le dire. Qui plus est dans la période où en fait l'aliment, c'est une phrase que j'aime beaucoup d'Hippocrate, c'est le premier des médicaments. Dans la période sanitaire, beaucoup des consommateurs montrent qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ils veulent absolument avoir de la qualité nutritionnelle. Alors certains vont vous répondre, oui mais attention parce que versus pouvoir d'achat. Mais c'est tomber dans une facilité déconcertante et dans un manque de courage politique que de dire face au pouvoir d'achat, on va laisser un système s'organiser qui à la fin va détruire notre modèle agricole, la qualité des agriculteurs au nom du pouvoir d'achat. Quelle facilité! Ça fait des années que ça dure. Et donc moi j'ai le courage politique de le dire. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parlementaires, je pense à Richard ici présent qui le dit aussi. Et puis, deuxièmement, j'ai le courage de dire qu'il faut rentrer dans les rapports de force. Alors, la grande distribution commence à bien me connaître. On a vu les 6 derniers mois, on est rentré effectivement dans ce rapport de force, tout en se disant qu'il faut absolument aller de l'avant, et qu'aller de l'avant, ça nécessite à généraliser un certain nombre de pratiques. C'est tout le travail qu'on a fait avec Serge Papin. Le courage, c'est aussi de venir, et c'est ce que j'ai fait lorsque Michel Biraud m'a invité chez Lidl, ce que je fais aujourd'hui avec d'autres de vos confrères, de venir saluer une démarche qui marche pour montrer qu'il y a des exemples qu'il nous faut suivre. Le troisième élément, c'est que ce courage ne doit pas incomber qu'aux politiques. La réalité, c'est que là, le rapport de Serge Papin, qui est sur la transparence, sur la contractualisation, la pluriannualité, voire la non-négociabilité, la plupart des choses ne nécessitent pas la loi. Pour faire de la contractualisation pluriannuelle en toute transparence, il n'y a pas besoin de loi. Moi, j'aurais le courage de passer, enfin, si des parlementaires l'acceptent, de passer par la loi s'il n'y a pas de budget collectif. Mais la réalité, c'est qu'ici, beaucoup représentent beaucoup de personnes. Il suffit que tout le monde se mette d'accord à tous les crans de ces entreprises, grandes distrib industrielles ou monde agricole. Parce que dans le monde agricole, il y a aussi des mondes agricoles qui ne contractualisent pas. Et que ce soit des entreprises, que ce soit des COP, que ce soit tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de loi. Et qu'il faut tous avoir le courage de faire ce pas en avant. Le troisième élément, c'est que à ce courage sur la grande distribution, il y a le courage des industriels. Moi, je le dis là aussi publiquement, c'est pas très politiquement correct, mais qu'un de vos concurrents aille attaquer à la Cour de justice de l'Union européenne le fait d'informer le consommateur sur l'origine des produits, mais les bras m'en tombent. Et ce concurrent, il s'appelle Lactalis. Et je le dis publiquement, même si ça attirera des foudres. Les bras m'en tombent. Mais ce courage que moi, politique, j'ai de le faire, parce que c'est pas normalement dans le politique, il ne le fait pas comme ça. Mais il faut que la grande distrib et que les autres acteurs, vous ayez le même. Je veux dire, si on veut un budget collectif, il faut juste que ce sursaut collectif, il soit collectif. Et arrêter de dire, c'est la loi qui va le faire. Avec Richard Ramos, c'est un de ses combats depuis que Richard était tout enfant. Donc on se bat pour se dire comment on va faire l'origine et l'origine et l'origine. Mais à la fin des fins, et vous l'avez très bien dit, c'est qui le patron qui paye décide. Sauf qu'en fait, pas toujours. Celui qui paye, il devrait pouvoir décider. Le consommateur, il a envie de savoir l'origine. Mais il y en a qui ne jouent pas le jeu. Mais s'il y a un budget collectif, face à un budget collectif, il n'y a pas de possibilité de... Et alors, à ce moment-là, on dit, mais comme il n'y a pas de budget collectif, il faut que la loi administre, mais les mêmes pour nous dire, arrêtez d'avoir une économie administrée. J'ai pas entendu beaucoup de personnes s'émouvoir avec énormément de force sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est un truc de dingo qui s'est passé la semaine dernière, en vrai. Et ça vient de la France qui est allée à la Cour de justice de l'Union européenne. Et moi, j'en appelle à nouveau à ce sursaut collectif, mais qui soit collégial. De la même manière, et vraiment, je le dis, mais avec énormément de bienveillance, de volonté d'avancer, et que ce soit les représentants de Carrefour, d'Auchan ou messieurs Malbranc et Biraud, avec qui j'échange très régulièrement, je les remercie pour toute l'action qu'ils font. Ce
qui devient, et ça c'est gardez-le toujours en tête, mais je voudrais pas faire de concurrence à LSDH et je voudrais vraiment pas que ça vous mange des parts de marché, mais c'est très français tout ce qu'on vient de se dire. On est dans l'exception qui confirme la règle, ou dit autrement, on se félicite de ce qui existe parce que, en fait, ça ne devrait pas exister de manière générale. Le terme équitable est fabuleux à ce titre. C'est pas celui-là qui est équitable, c'est les autres qui ne sont pas équitables. Nous, on se félicite qu'il y ait un lait équitable. Ben non, on devrait s'insurger qu'il y ait un lait non équitable. Et alors, c'est très bien parce qu'on n'a pas d'autre possibilité. Donc nous, on se dit, on va créer de la valeur grâce au lait équitable. Objectivement, on se complète dans une spécificité. Donc moi, mon message sur ce courage, c'est que ce courage, il faut qu'il soit politique. Je vous garantis qu'avec mes amis parlementaires, il faut qu'on pousse à fond, avec les élus locaux. Hein. C'est l'exemple que je donne sur la viande. En ce moment, on a un gros problème sur la viande allaitante, la voie mâle. Les Français ne mangent pas de mâle, de bovin mâle. Le jeune bovin, c'est une viande absolument magnifique pour nos enfants dans les cantines. Faites le test autour de vous. Demandez à vos enfants. Demandez aux collectivités, enfin aux gestionnaires, et tout le monde, hein, l'État le premier. Est-ce qu'il y a du jeune bovin mâle dans nos cantines? Non. Parfois dans des territoires, dans les mêmes territoires, on a des éleveurs qui vont mal et des élus locaux qui viennent me voir en me disant qu'il faut trouver une solution. Bah, d'abord, faisons le screening de tout ce qui se passe dans toute la restauration, et t'as compris. Hein. Et d'ailleurs, j'en reviens à l'origine parce que c'est qui le patron. D'ici cet été, on va passer un décret qui va imposer dans toute la restauration hors domicile de savoir d'où vient la viande. Et quand on va se rendre compte qu'il y aura du poulet ukrainien, du poulet brésilien, qui représente 80% du poulet dans la restauration hors domicile, je veux dire, le consommateur, à mon avis, ça va faire beaucoup de bruit. Mais c'est très bien. C'est ça ce courage qu'il faut. Donc le courage, il faut au niveau politique, il le faut, et je le redis, au niveau des grands distributeurs. Et en fait, vous voyez bien, dans tout ce que vous avez dit aujourd'hui, grands distributeurs et éleveurs, vous êtes tous retournés sur un homme qui est Étienne, qui dit, Emmanuel, pardon, qui dit, grâce à Emmanuel, on a réussi. Mais c'est-à-dire que en fait, tous les autres qui ne jouent pas le jeu, ils sont quand même entre l'éleveur et la grande distribution. Je veux dire, si les éleveurs et la grande distribution disent, on arrête quand ça se passe mal avec les autres, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Et donc, comme il n'y a pas ce bouger collectif, on dit c'est la loi qui doit le faire. Et donc nous, on y travaille pour faire que ce soit la loi qui le fasse. La réalité, c'est qu'il n'y en aurait pas besoin du tout. Hein. À quand une grande initiative collégiale où on se dit, dans une grande surface, mais moi, je ne peux pas le faire par la loi, pour le coup. Vous pouvez le faire en tant que grande distrib, en disant, d'un côté, il y a... C'est pas ce qu'on appelle équitable. Dans ce côté, il y a ce qui en fait est une norme, enfin une normalité. De l'autre côté, il y a ce qui ne répond pas à la normalité. Et à côté, il y a ce qui croit dans un modèle agricole, dans nos territoires, dans des valeurs. De l'autre côté, il y en a qui ne le font pas. D'un côté, il y a de la transparence, de l'autre côté, il n'y a pas de transparence. Je veux dire, si d'un côté, collégialement, on se met... Là, il y a de la transparence, on sait. De l'autre côté, il n'y a pas de transparence. Moi, je ne peux pas l'imposer par la loi. Enfin, le législateur ne peut pas faire. Le mouvement collectif, le sursaut collectif, il peut le faire. Après, ce courage, il doit être au niveau des industriels. Ce magnifique esprit d'entrepreneuriat d'Emmanuel, de votre famille, et bravo, 1000 fois bravo, parce que vous montrez un chemin. Et puis, ce courage, il doit être aussi du côté du monde agricole, des éleveurs, parce qu'il faut avoir le courage de dire, effectivement, il faut modifier nos pratiques de consommation de notre bétail. Il faut se demander comment on crée de la valeur, il faut oser faire ce que vous avez osé faire, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat qui, il y a quelques années, vous a permis de lancer cette initiative. Alors il a fallu rencontrer des personnes comme LSDH, comme ensuite C'est qui le patron. Il faut avoir ce courage-là. Bref, je terminerai simplement en disant que pour moi, il y a une variable qui est en train de changer, qui est effectivement le rôle du consommateur. À la fin, ce consommateur, il est, grâce à des initiatives comme C'est qui le patron, c'est ce que je disais à Nicolas quand on a beaucoup travaillé, vous savez, dans le débat scientifique, économique, etc.,
il y a quelque chose de très nouveau qui a été créé qu'on appelle la blockchain. C'est qui le patron a eu cette idée géniale de créer la blockchain humaine? Il n'y a rien de plus puissant que la blockchain humaine. Rien de plus puissant. Toutes les études de consommation aujourd'hui montrent que le consommateur, il veut plus de qualité, il veut plus de nutritionnel. Toutes. Toutes les études de consommation montrent qu'effectivement, il y a un énorme sujet de pouvoir d'achat, que l'acte de consommer reste l'axe de pouvoir d'achat, mais que l'origine, la qualité change dans le cadre notamment de la crise de la Covid sur l'apport nutritionnel, toutes. Et donc il faut donner cette liberté de choix. Il faut surtout ne pas mélanger les sujets. Moi j'ai été ministre de la Ville pendant 3 ans. La réalité de nos concitoyens dans un certain nombre de territoires très pauvres, je la connais très bien. J'ai mis beaucoup de politique sociale. Mais cette politique sociale, elle est différente d'une politique d'achat, de rémunération, etc. Qui se ferait sinon sur le dos de l'agriculteur. Et donc, moi, mon positionnement, il est assez clair. Il faut rentrer dans des rapports de force. Je rentre dans des rapports de force. Il faut aller plus loin, on ira plus loin. Il faut modifier la loi pour peut-être inciter. Mais surtout, à la fin, en fait, on a des copies qui marchent très très bien. On a des exemples qui marchent très très bien. Et vous en êtes un, cher Emmanuel, et merci 1000 fois, parce que ça va nous permettre de tracer cette route. Je vois que mes propos suscitent une réaction vive. Oui. Donc, Barbara, citoyenne, consommatrice, je suis là sur l'invitation d'Emmanuel. Donc moi j'avais une question assez simple, je suis entièrement d'accord avec vous, effectivement on n'a pas besoin de loi, on peut demain tous arrêter d'acheter la tête, j'ai pas besoin de micro. Ah d'accord. Oui, donc je disais, on peut tous demain arrêter d'acheter Lactel, hein, c'est pas un problème, on n'a pas besoin de décret pour ça, on est assez grand pour le faire. Voilà, à nous de prendre nos responsabilités aussi. Mais moi j'ai une question pour vous, Monsieur le Ministre. Alors on parle tout le temps actuellement de souveraineté alimentaire. Alors c'est vrai, c'est un projet magnifique. Moi j'ai une question simple, est-ce qu'on sait aujourd'hui de quoi la France a besoin pour nourrir l'ensemble de sa population et l'ensemble de son cheptel animal aussi? Parce que le problème c'est ça aussi, vous ne pouvez pas avoir de culture si vous n'avez pas d'élevage, et vous ne pouvez pas avoir d'élevage si vous n'avez pas de culture. Vous renvoyez, moi, c'est une de mes grosses marottes. Hein. Oui, donc... je vais vous répondre précisément. Quand je dis le courage, encore une fois, hein, pour moi, c'est pas, le courage, il n'est pas côté du consommateur. Le consommateur impose à tout le monde, in fine, si tant est qu'il n'accepte pas de participer à ce grand élan courageux, de le devenir. C'est très différent. Quand je dis qu'il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas besoin de loi vis-à-vis du consommateur, évidemment. Il n'y a pas besoin de loi pour faire de la contractualisation pluriannuelle et transparente. La réalité, mais messieurs Biro, Malbranche, qui est les représentants d'Auchan et de Casino le savent très bien, et de Carrefour, pardon, le savent très bien, mais d'ailleurs, c'était pas... Vous êtes pour, mais quand j'ai essayé, il y a quelques mois, semaines, d'introduire cette idée de black box dans le domaine laitier, la grande distribution était pour. Mais par contre, il y a certains industriels qui ne veulent pas le faire. Mais mon point, c'est que donc, moi, je vais passer avec l'appui de Richard et d'autres parlementaires par la loi quand je n'arrive pas à obtenir. Mais enfin, il y a aussi un point, c'est que si toutes les personnes ici présentes, mais toutes, il faut que ce soit collégial. Et ce n'est pas de l'entente. C'est pas de l'entente. Disent, nous, on a un principe de base, c'est que quand c'est pas transparent, on fait plus. Voilà. Et sur votre point, la souveraineté, moi, l'une de mes grandes marottes, c'est la protéine, et c'est la dépendance en protéines. Et la dépendance en protéines, aujourd'hui, on a un système qui est organisé depuis très 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 longtemps, ça fait même 50 ans, qui fait qu'on importe du soja et du colza brésilien pour en faire du tourteau et pour nourrir notre bétail. Et c'est un système organisé. Et donc, le président de la République, on a fait un axe fort. Moi, je le connais depuis un bon moment maintenant. Et dans la campagne, puis quand il est arrivé, il a dit l'un de nos objectifs agricoles, c'est un plan protéines qu'on a mis un peu de temps à mettre en place. Là, ça y est, on l'a mis en place. C'est 100 millions d'euros pour financer qui d'équipements, qui de la structuration de filières, ce que je disais à Emmanuel tout à l'heure suite au slide. Et pour moi, c'est essentiel. Et après ce débat-là, il faut le porter aussi au niveau européen. Et je pourrais vous en parler des heures. C'est l'un de mes grands... Alors, en revanche, j'ai une grosse difficulté, c'est que j'ai un rendez-vous avec le Premier ministre
pour parler justement des suites de la loi Egalim et de la mission de Serge Papin ce soir. Donc je regarde... Juste 2 minutes, 2 minutes, monsieur le ministre. Juste une consommatrice. D'accord, bien sûr, bien sûr. Je suis désolé parce que j'aime bien, moi, prendre mon temps, et souvent je prends trop mon temps, justement. Mais... Je me laisser 2 minutes. Je voulais juste déjà dire qu'on était tous dans une démarche positive, hein, c'est ce que je soulève ici. L'autre, c'est est-ce que vous, les politiques, avez vraiment conscience du changement de paradigme de la filière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui a fait changer le prix, en fait, rémunéré au producteur, celui qui l'a fait monter, c'est le consommateur, en fait, qui s'est mis, en fait, qui a posé, c'est qui le patron aujourd'hui. On a dit le litre de lait, c'est 39 centimes payé au producteur. Et derrière, on a vu un mouvement. Tout le monde a commencé à réagir, en fait. Et donc, du coup, demain, c'est compliqué de s'exprimer là-dessus, mais du coup, le consommateur, non seulement demande plus de transparence, évidemment, la clarté, on demande accès aux documents. Nous, on a accès aux factures de nos producteurs. On peut regarder combien ils payent leur fourrage, d'où il vient, etc. Bref, il y a ce besoin de transparence, mais il y a aussi le prix. Et ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, le prix n'est pas fixé que par les acheteurs. Aujourd'hui, il est fixé par les consommateurs aussi. Et ça a considérablement changé. Et je pense qu'il faut le voir différemment. Ça tire vers le haut. Si demain, le consommateur perd sa voix, en fait, le marché et les choses risquent de se repasser comme il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on va rebaisser. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce que les politiques ont conscience que le consommateur peut avoir quelque chose de vertueux dans le fait de participer à plus de choses, d'être plus proche de tout le monde dans ses achats, de demander plus de transparence et en fait de s'exprimer tout ça. Et vous savez, le politique... parce que vous dites le politique, vous regardez. Le politique que je suis, il est père de 4 enfants qui consomment beaucoup de lait et qui connaissent très bien la brique de lait, c'est qui le patron. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis un consommateur et je suis un consommateur qui, en plus, m'occupe moi-même de faire cet acte de consommation. Donc, c'est pas que le politique en a conscience, c'est que le politique, en tout cas la personne que je suis, le vit tous les jours. Donc la démarche qui est la vôtre, mais on en a longuement discuté avec Nicolas, et Nicolas pourrait vous le dire. Moi, je suis persuadé que cette initiative, comme d'autres, et je trouve ça très bien, quelqu'un a dit l'équitable s'ajoute à l'équitable, c'est très très vrai. Cette démarche, comme d'autres, elle change une chose très importante à mes yeux, c'est que vous avez réussi à construire la fin du rapport de force qui me manquait. À la fin des fins, toutes les personnes qui sont réunies, que vous soyez de l'agriculteur à l'industriel, à la grande distribution, le juge de paix, in fine, c'est le consommateur. Et ce qu'on n'a pas réussi à construire pendant des années, parce qu'on n'avait pas l'organisation que vous avez réussi à construire, c'est de dire, c'est celui qui paye qui décide. Et vous avez réussi avec C'est qui le patron, cette formidable avancée qui est de dire, il y a une voie possible en disant que celui qui paye décide, et d'ailleurs c'est celui qui paye qui décide, qui va définir quels sont les critères de rémunération, etc., le fameux cahier des charges que vous avez évoqué. Vous ne vous rendez pas compte, le jour où ça se démultiplie, et je ne vois pas qu'est-ce qui peut l'arrêter aujourd'hui, le jour où ça se démultiplie, c'est ce que je qualifiais de blockchain humaine. Ça veut dire qu'en fait, du début à la fin, vous vérifiez que ce qui est votre demande en tant que consommateur est absolument réalisé avec cette possibilité, et c'est ça l'idée qui fait que la martingale est trouvée, cette idée que le consommateur peut aller vérifier sur place in fine. Donc moi, j'y crois profondément. En tant que politique, comme vous dites, et j'aiderai tout ce que je peux faire, mais en tant que consommateur, avant même d'être politique, j'y crois profondément. Après, encore une fois, il faut avoir toujours cette humilité de dire qu'il y a des schémas qui sont différents, il y a des situations du consommateur qui sont très différentes. Le danger, comme tout, pour le coup en politique, c'est de faire un amalgame et de la simplicité. Le problème, c'est, pour l'instant, ça fait 15 ans qu'on dit, comme il y a un sujet de pouvoir d'achat, il faut que rien ne bouge, parce qu'à la fin des fins, comme il y a un sujet de pouvoir d'achat, c'est très important d'apporter, donner la possibilité à ceux qui ont le plus ce pouvoir d'achat à des produits de qualité, etc., etc. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on a
cesser de surcharger l'agriculteur en transition, en normes, en ceci, en cela, sans que la qualité ne soit rémunérée, alors que notre modèle agricole est un modèle de qualité, et que la conséquence, c'est qu'on n'a pas arrêté d'importer. Et tout à l'heure, sur les protéines, on pourrait en parler. Protéines, on n'arrête pas de faire des transitions, etc. Depuis 3 ans, on est devenu importateur net de protéines. Avec un peu un truc loin de mes yeux. La protéine qu'on importe, c'est de la déforestation. Voilà. Et donc, on fait des transitions hyper rapides chez nous. À la fin, on a moins de surface et on apporte de la déforestation. Un truc qui ne marche pas. Alors, ça, encore une fois, ça va prendre, et avec beaucoup d'humilité, ça va prendre des années à tout changer. Mais la voie, elle est tracée. Et grâce vraiment à des exemples comme le vôtre. Donc oui, au consommateur. Le consommateur, c'est une pierre angulaire. Non à un simplisme politique qui consisterait à dire ça ou ça. Oui à un courage de tous les acteurs. Et vraiment, je voudrais remercier ceux qui sont là pour la grande distrib, parce que c'est important, ça veut dire que vous y croyez, et puis vous êtes là à haut niveau, ça veut dire que vous y croyez, et moi, toutes ces actions-là, je les valoriserai. Vous connaissez mon exigence, vous commencez à connaître mon exigence au regard du nombre de courriers que je peux envoyer aux uns et aux autres, et au nombre d'actions que je peux lancer. Mais ce qui est aujourd'hui une exception qui confirme la règle doit devenir la règle. Voilà. Et enfin, oui, pour aller plus loin, y compris d'un point de vue réglementaire, législatif, c'est tout le travail qu'on a entrepris avec Serge Papin. Je voudrais vraiment, une nouvelle fois, terminer en vous remerciant, Emmanuel, très sincèrement. Merci de votre visite. Et bravo pour ce que vous faites. Et par vous, toutes vos équipes qui travaillent d'arrache-pied. Et franchement, soyez fiers de ce que vous avez pu créer et que LSDH soit vraiment un phare qui éclaire une route longue, compliquée, mais sur laquelle on a déjà un chemin de tracé, donc c'est plus simple pour ne pas se perdre. Merci beaucoup. C'est une grande fierté de vous recevoir.